Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Cinéma 4D. Alors aujourd'hui c'est une vidéo réponse aux questions parce que en fait j'ai eu plusieurs questions que j'ai mis de côté. Puis je veux pas que ça s'accumule de trop, donc je vais faire ça tout de suite. Alors il y a quelques questions qui ont pas de rapport avec la 3D, qui ont plus de rapport avec la chaîne ou avec moi, et d'autres questions qui ont un rapport avec la 3D. Alors il y en a pas tant que ça hein, dans un sens, mais bon je vais expliquer ça bien. Je vais peut-être commencer. Alors il y a des questions assez simples et des questions un peu plus compliquées. Euh, je vais d'abord commencer par les questions qui n'ont pas de rapport avec la 3D. Comme ça, ce sera fait. J'espère que je vais pas trop traîner. Donc, une question qu'on me pose assez souvent, assez régulièrement, c'est est-ce que j'ai une adresse Skype? Une adresse Skype pour me contacter donc via Skype. Est-ce que j'ai Skype installé? Quelle est mon adresse Skype? Comment me contacter sur Skype? Etc. Alors oui, j'ai une adresse Skype, mais je ne l'utilise pas. Je l'utilise jamais, jamais, jamais. J'ai Skype d'installer, je crois, à moins que je l'ai désinstallé, je sais plus. Mais je le lance jamais, de toute façon. Alors pourquoi je le lance jamais? Pour plusieurs raisons. D'abord, ça bouffe des ressources. Skype est pas super optimisé. Il bouffe pas mal de ressources, des ressources réseau, des ressources système. Et comme mon ordinateur principal tourne généralement toujours sur quelque chose, c'est-à-dire que j'ai souvent un encodage ou un rendu ou une compilation ou un truc qui tourne, euh, et le fait d'avoir Skype en tâche de fond, ça me bouffe des ressources pour rien, et donc c'est gênant. Ensuite, souvent, je suis pris dans ce que je fais, c'est-à-dire que je suis concentré soit sur un bout de code dans Notepad++, sur un expresso dans C4D ou sur une modélisation ou même sur une retouche photo, n'importe quoi. Et je suis concentré et puis Skype généralement casse la concentration, c'est-à-dire que au moment où on s'attend pas, on a toujours en bas de l'écran un petit message qui s'affiche en disant que un tel s'est connecté ou que un tel vous dit coucou, juste pour dire coucou, pour dire bonjour. C'est gênant parce qu'en fait on est concentré dans un truc, on essaie de réfléchir, on essaie de résoudre un problème des fois, et puis paf, on a ce truc qui apparaît. Alors ça c'est bon pour Skype, mais pour tous les systèmes de messagerie comme Google Talk, comme avant il y avait Messenger, je crois que ça n'existe plus, tous les Pidgin, etc., Jabber, etc., tous ces softs, tous ces outils, tous ces services, généralement je les retire parce que ça me gêne quand je bosse. Alors ça fait que oui j'ai un compte Skype, mais j'y vais jamais. J'y vais jamais, je l'utilise jamais, donc c'est pas la peine de me contacter via Skype. Déjà je cherchais à me contacter via Skype. Pour me contacter, la méthode la plus simple, la plus pratique, la plus efficace, c'est par écrit sur le blog ou sur la chaîne. Alors je vais montrer ça. Je vais ouvrir la chaîne YouTube. La chaîne YouTube, ma chaîne YouTube, si je peux ouvrir le lien assez vite. Là, on va mettre ça dans la capture. On va redimensionner un peu. Voilà. Alors pour me contacter, donc, je préfère que ce soit par écrit. Donc vous allez sur la chaîne YouTube. Donc là, jusque-là, aucun problème. Vous allez ici dans à propos. Et ici, il y a un bouton. Alors, moi, je ne l'ai pas parce que ici, il faut que je voie en tant que, par exemple, en tant que nouveau visiteur. Voilà. Donc, on est sur la chaîne, on va sur à propos. Et ici, il y a un bouton envoyer un message. Vous cliquez là-dessus. Et puis, vous pouvez taper un message. Et ça m'envoie un message privé. Et le message privé, donc, je le reçois dans ma boîte aux lettres YouTube. Et en plus, je reçois un mail qui me dit vous avez un nouveau message que vous pouvez aller lire sur votre messagerie YouTube. Ça, c'est si vous voulez m'envoyer un message privé. Sinon vous allez sur n'importe quelle vidéo que j'ai faite, généralement la dernière, et puis vous postez un commentaire, vous postez votre question en commentaire. Je recevrai en fait un message qui me dit qu'il y a un nouveau commentaire qui a été posté, et moi j'irai le lire. Je lis tous les commentaires, parce que pour le moment, il y a que, voilà, il y a que 8082 abonnés, ce qui fait que j'ai pas tant de commentaires que ça à lire. Alors, des fois les commentaires passent dans le spam. YouTube met des commentaires dans le spam, je sais pas pourquoi il fait ça. Certaines personnes se retrouvent presque à chaque fois dans le spam, d'autres non. De temps en temps, je vais vérifier ce qu'il y a dans le spam. Je vide pas le spam bêtement, c'est-à-dire que je vérifie ce qu'il avait considéré comme spam, et souvent j'accepte les messages et puis j'y réponds. Donc des fois ça prend un peu de temps parce que des fois j'oublie d'aller vérifier,
je vérifie pas tous les jours non plus, donc des fois il se peut qu'il se passe une semaine avant que je réponde. Ça arrive, c'est arrivé. Sinon c'est mieux de faire ça par écrit parce que d'abord vous allez réfléchir un petit peu à la façon dont vous allez expliquer votre problème. Vous allez peut-être, j'espère, vous relire. Euh, y mettre en fait toutes les informations qui sont nécessaires, peut-être ajouter des liens, etc. Moi, ça va me permettre de le lire à tête reposée au moment où je suis pas en train de faire autre chose, au moment où je suis pas concentré sur autre chose, donc je vais pouvoir le lire et vraiment y réfléchir à votre problème, à votre question. Euh, Peut-être même tester des choses dans Cinéma 4D et ensuite y répondre par écrit ou en vidéo. Des fois, je réponds en vidéo, ça arrive assez souvent. Euh, et, euh, et puis comme ça, en fait, tout le monde est gagnant. C'est-à-dire que vous avez posé vos questions en étant posé. Vous l'avez fait avec tous les détails qu'il fallait. Moi, j'ai lu la question avec tout mon temps de cerveau disponible et j'y réponds généralement en y mettant le maximum de détails qu'il faut. Ensuite, sinon, si vous voulez pas aller sur YouTube, si vous n'êtes pas inscrit sur YouTube, etc., euh, vous allez sur le blog ici, toujours sur ma chaîne CKD Débutant. Ici, vous avez le blog de la chaîne. On clique dessus, on l'ouvre, voilà, le blog de la chaîne. Vous allez dans n'importe quel article et vous pouvez poster un commentaire. Et là, vous n'avez pas besoin d'être inscrit. Vous pouvez même poster en anonyme, ça pose pas de problème. Là encore, je vérifie les mails. Dès qu'il y a un commentaire qui est posté sur un des articles du blog, je reçois un mail et donc je sais aussitôt qu'il y a eu un message et je peux aller le lire au moment où j'ai le temps, le faire à tête reposée et vous répondre sur le blog, soit par écrit, soit en vidéo. Ensuite, donc ça c'était pour Skype, pour me contacter. Ensuite, une autre question, mon Twitter, est-ce que j'ai un Twitter? Oui, alors j'ai un Twitter, je l'utilise pas tant que ça, alors il est ici. Normalement c'est ça, c'est cette petite icône-là. Normalement c'est une petite icône d'oiseau, je crois. Regardez, parce que moi quand je suis pas comme ça, quand je suis comme... à propos... Voilà, il faut que je clique ici. Ah, l'icône a changé, je sais pas pourquoi. Ici, normalement c'est une petite icône Twitter. Donc ce lien-là, c'est Twitter, on clique droit dessus, ou on clique dessus. Et puis ça l'ouvre et voilà mon Twitter avec en fait à chaque fois que je poste une vidéo il y a le lien. À chaque fois que j'ajoute un article il y a le lien aussi. Donc là le tuto, le dernier tuto mis ici indiquant qu'il y a un article avec un lien. Quand j'aime bien des articles, généralement je l'indique. J'utilise pas des masses Twitter, c'est vrai, mais je l'utilise quand même et puis ça permet juste de voir un petit peu euh, à chaque fois que je poste un truc, si vous voulez être prévenu, si vous n'utilisez pas forcément YouTube, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, si vous ne regardez que le blog, en fait ici ça permet d'être informé en fait si vous utilisez Twitter. Euh, Sinon, me contacter via Twitter, c'est pas pratique, en fait, parce que c'est seulement 140 caractères. Je vous conseille plutôt de le faire via les commentaires du blog ou de la chaîne. Le blog étant mieux parce que, en fait, on risque pas de tomber dans le spam si je me trompe pas, et puis c'est plus libre. On n'est pas obligé d'être inscrit sur YouTube, etc. Donc ça, c'est le Twitter. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Alors le lien vers le blog, le lien vers le blog, le voilà. Hein. Vous allez sur la chaîne YouTube et ici le blog de la chaîne. Ensuite, le lien vers la chaîne secondaire. Une question qui m'a été posée plusieurs fois parce que j'en ai parlé dans des vidéos. Alors vous allez toujours sur la chaîne principale, vous allez toujours dans à propos. Et puis ici tout en bas, il y a le blog de la chaîne, le Twitter, mon Google+, et là ma chaîne secondaire. On l'ouvre. J'ouvre dans un autre onglet et voilà la chaîne secondaire avec des vidéos. Alors des vidéos, je mets un peu tout ce que je veux dessus. Hein. De toute façon, c'est pas forcément une chaîne de tutoriel ou une chaîne de vidéos à thème particulier. Il y a un peu de tout. Il y a du Inkscape, il y a normalement pas mal de tests C4D. Voilà, il y a des tutoriels. Alors des tutoriels sans son, ce sont les tutos minutes. Ce sont les tutoriels qui font moins de 5 minutes. Alors sauf pour une vidéo où j'ai pas compris pourquoi YouTube m'a rajouté quelques secondes à un moment donné. Enfin ça fait moins de 5 minutes et il n'y a pas de son. Et donc c'est vraiment très basique. Voilà, c'est celle-là. Celle-là ici, il m'a rajouté une seconde en plus alors que j'avais fait en sorte qu'il y ait moins de 5 minutes. Mais généralement ils font toutes moins de 5 minutes et puis il n'y a pas de son, c'est très simple à suivre, très facile.
c'est soit sur Cinema 4D, soit sur autre chose. Il y en a pas des masses, mais j'en fais de temps en temps. Ça me permet de, le fait de le faire sans le son et moins de 5 minutes, ça me permet de faire des vidéos très rapidement. Ensuite, donc ça c'est la chaîne secondaire. De toute façon, là le lien, de toute façon, si vous voulez pas aller sur la chaîne principale pour le trouver. Ensuite, on me demande aussi, est-ce qu'on peut me faire des dons, comment faire des dons, etc. Je vous demande pas de me faire des dons. Je demande pas ça du tout. Les vidéos sont gratuites. Je mets pas de publicité dessus. Vous avez dû le remarquer. Les tutoriels sont vraiment faits pour ceux qui n'ont pas les moyens de payer un tuto sur tuto.com ou sur Digital Tutor, ou qui ne souhaitent pas payer pour avoir des tutoriels. Mais bon, ça arrive que on me dise comment on peut te faire un don, où est-ce qu'on envoie les dons, etc. Alors c'était bête de ne pas le faire, donc j'ai ajouté ici un bouton faire un don. Vous pouvez donc cliquer dessus si vous le souhaitez, hein, mais il y a vraiment, comme j'ai dit, aucune obligation. Hein. Mais ceux qui le souhaitent, on clique là-dessus, et puis il faut un compte PayPal. Alors si vous n'avez pas de compte PayPal et que vous ne voulez pas faire de compte PayPal, bah faites pas de don. De toute façon, je vous demande rien. Hein. Ça c'est juste parce que on me l'a demandé, donc je l'ai fait. J'ai eu quelques dons jusqu'ici, peut-être 4-5 personnes qui ont dû faire des dons, qui ont fait des dons, et pas des dons immenses, mais disons que c'est motivant, oui, mais disons que même sans les dons, de toute façon, je continuerai. Disons que ça fait plaisir, voilà, ça fait plaisir, mais c'est tout. Ça fait plaisir parce que ça indique que il y a des personnes qui ont considéré que les tutoriels méritaient un don, voilà. Donc ça c'était pour les dons, mais comme je dis toujours, hein, les tutoriels sont gratuits et je les fais quoi qu'il arrive, hein. Même s'il y avait qu'un seul abonné sur la chaîne et puis c'est tout, je continuerai de toute façon. Ensuite, on me demande, quelqu'un qui m'a demandé comment faire pour voir mes vidéos sur smartphone. Alors je pense que j'en avais déjà parlé, je suis pas sûr. En fait, normalement, il faut juste l'application YouTube sur votre smartphone, hein, et puis normalement on peut le faire. Après, moi, je ne peux rien faire d'autre, c'est-à-dire que si votre téléphone ne peut pas lire les vidéos, à mon niveau, de mon côté, je peux rien faire pour. C'est-à-dire que ça passe par YouTube, c'est l'encodage de YouTube, c'est YouTube qui gère tout ça. Normalement, il y a les niveaux de qualité, etc. Il y a quand on lit ça avec l'application YouTube, normalement ça doit passer. Sinon, si vous voulez voir les vidéos offline, c'est-à-dire sans être connecté à Internet, vous pouvez les télécharger. Et pour les télécharger, je vous conseille le logiciel, c'est pas un logiciel, le service. Alors je vais aller sur le lien. Je vais vous montrer le lien. Voilà, Captivity. Voilà, je pense en avoir déjà parlé aussi. Captivity, c'est un petit logiciel qui est gratuit, qui est légal. J'insiste bien sur le fait qu'il est légal. En fait, ce soft permet de se connecter sur tous les systèmes de replay des chaînes de télévision, des chaînes TNT et chaînes normales, et donc de voir les programmes du replay, les programmes qui sont légalement diffusés par les chaînes, mais seulement au lieu de passer par Firefox ou par Chrome ou par Opera ou par Internet Explorer, on passe par le logiciel Captivity, qui lui ne fait que ça, c'est-à-dire qu'il affiche juste la liste des chaînes, et puis on peut en fait après aller cliquer sur les boutons des chaînes et puis voir les replays que les chaînes proposent. Alors les chaînes sont pas très enthousiastes par ce genre de choses. Alors ils ont tendance à essayer de foutre le bordel, mais le soft est gratuit. Le truc c'est juste en fait une sorte de navigateur spécifique pour les chaînes de replay. Et ce truc-là permet en plus de télécharger les vidéos YouTube. C'est-à-dire que quand on l'ouvre, généralement, on peut aller directement indiquer en fait un lien. Alors ça s'affiche, j'ai pas d'image. On peut indiquer directement un lien, voilà, c'est ça. Téléchargement manuel d'une vidéo à partir de sa page web. Et puis en fait, vous voyez, on met un lien Dailymotion YouTube, on fait rechercher, et puis il vous sort en fait les formats, et puis vous pouvez le télécharger. Ça fait exactement la même chose que si vous le faisiez avec une extension dans Chrome ou dans Firefox.
pour télécharger des vidéos YouTube et puis Dailymotion. À partir du moment où la vidéo est lue, elle est mise en cache et puis on peut de toute façon lire ce qu'il y a dans le cache. Donc voilà, donc ça c'est le logiciel que je conseille pour télécharger mes vidéos. Moi j'ai aucun problème avec ce logiciel là, hein. Vous pouvez l'utiliser sans problème, hein, ça me gêne pas. Ensuite, contrairement aux chaînes de télé qui eux sont pas d'accord. Ensuite, on va passer aux questions sur la 3D. Donc je vais fermer ça, paf. Et on va passer donc aux questions sur la modélisation en 3D. Donc plusieurs questions m'ont été posées, certaines par des très grands débutants, donc c'est des choses qui sont très basiques. D'autres un peu plus poussées. Alors qu'est-ce que je commence? Je commence par les plus simples ou les plus compliqués? Les plus simples sans doute, parce que comme ça sera fait, c'est rapide. Alors dans les plus simples, quoique quand je dis les plus compliqués, c'est pas si compliqué que ça en fait. Donc les plus simples, une question qui m'a été posée, comment modéliser un livre fermé, hein, pas un livre ouvert, pas un livre qu'on anime, etc. Alors ça c'est quelqu'un qui a un grand débutant sans doute, parce que c'est quelque chose de très basique. Alors je vais vous montrer ça, hein. On fait un cube, comme ça. C'est une méthode, hein. Il y a plein de méthodes différentes, on va faire un cube comme ça. Et puis en fait, on va pas se casser la tête, on rend ça éditable, j'ai même pas besoin de mettre de segments. Je passe en mode polygone ici. Je vais sélectionner, avec l'outil de sélection qui est ici, ce polygone et ce polygone là. Tac. 3 polygones qui vont en fait correspondre à la couverture du livre. Et ça, je vais le détacher du cube. Juste à l'heure, je vais créer un deuxième élément dans ma hiérarchie qui va contenir que ces 3 polygones. Donc pour ça, je vais dans maillage et c'est dans commande et c'est ici l'outil scission. Je clique dessus, tac. Ça crée ici un deuxième élément. Vous voyez, maintenant j'ai 2 cubes. Et un des deux, c'est le cube d'origine et le deuxième, c'est seulement la partie que j'ai sélectionnée, qui est ici en bleu. Si je cache le premier, vous voyez que ça fait que cette partie-là. Donc je remets le premier, tac, voilà. Donc sur cette partie en fait qui va servir de couverture, et puis les autres c'est les feuilles. Alors on va faire ça, feuille. Donc couverture, on passe en mode point, c'est-à-dire qu'ici je clique sur cette icône, je prends ici l'outil de sélection et je vais sélectionner en fait ces 2 points là et ces 2 points là, en restant appuyé sur la souris ou en appuyant sur la touche majuscule pour en sélectionner plusieurs. Et je vais simplement les déplacer un petit peu vers l'avant comme ça, les faire dépasser. Alors, je vais afficher le maillage, histoire que ça soit plus clair, voilà. Je les ai donc juste décalés un tout petit peu, vous voyez, pas beaucoup, on peut même réajuster un petit peu comme on peut. Ensuite, je vais sélectionner tous les points, donc CTRL A, ça sélectionne tous les points. Je prends ici l'outil de mise à l'échelle, tac, touche de raccourci, c'est la touche T, comme transformation. Et ici, je vais utiliser seulement cet axe-là. Donc, je ne vais pas cliquer dans le vide, je clique sur l'axe bleu ici, parce que là, la scène est dans ce sens-là. Sur l'axe bleu, je reste cliqué, je déplace, ça va décaler un petit peu comme ça, les points sur le côté. Et je relâche. Ensuite, on désélectionne tout. Je vais passer ici en mode polygone, et je vais faire un CTRL A pour sélectionner les 3 polygones. Voilà, les 3 polygones sont sélectionnés. Ensuite, j'appuie sur la touche D pour prendre l'outil d'extrusion. Ici, je vais mettre plus que 90. Je vais mettre 91. C'est ce qui va permettre en fait ici que les raccords, quand je vais extruder, en fait, ça va bien se comporter comme il faut. Donc ici, je mets 91. Je coche ici couvercle. Et n'importe où dans la scène, je clique et je déplace légèrement la souris. Quand je dis cliquer déplacer, ça veut dire ça. Hein. Ça veut dire cliquer n'importe où dans la scène et déplacer la souris. Ensuite, je relâche. On a fait en fait ici l'épaisseur de la couverture. On peut prendre l'outil de sélection, cliquer pour tout désélectionner. Quand on a utilisé comme ça, quand on a modifié des paramètres d'un outil, je conseille toujours d'aller les remettre par défaut. C'est-à-dire que je rappuie encore une fois sur D pour reprendre l'outil d'extrusion. Et là, je vais simplement décocher couvercle. Alors ça, je peux le laisser hein, pour le moment, mais dès couvercle, c'est important de le redécocher pour pas faire la bêtise par la suite, parce que ça c'est problématique quand on laisse couvercle coché et qu'on fait plein d'extrusions dans une modélisation et qu'on s'en rend compte qu'après qu'on l'a laissé cocher, et que ça nous a créé plein de faces supplémentaires, plein de polygones qu'il faut après effacer un à un, c'est vraiment gênant. Donc là, ensuite, je désélectionne tout.
toujours en mode polygone, je vais maintenant arrondir cette partie-là, le dos du livre. Donc j'appuie sur la touche K, comme knife, l'outil couteau, donc K. Ici je le passe en mode boucle, et je vais venir ici mettre comme ça, de manière à ce que la boucle, vous voyez que ça sélectionne bien sur la tranche ici, sur le dos. Je mets n'importe où et j'appuie sur la touche majuscule, je clique pas, hein, j'appuie sur la touche majuscule, il faut que en fait la boucle ici, qui est en blanc, devienne grise. Voilà, comme ça. Là, elle est devenue gris clair. Comme ça, quand je peux bouger la souris, elle ne bouge plus. Et là, dans les propriétés, je peux mettre le décalage, je mets 50%. Et je fais entrer. Ça la met pile au milieu. Et là, n'importe où dans la scène, je clique. Voilà, comme ça m'a fait une coupe pile au milieu. Je prends l'outil de sélection, le mode arrête. Le mode arrête, c'est celui-là. Je fais UL pour sélectionner des boucles. Je sélectionne cette boucle-là. Et ensuite, je vais faire un biseau. Donc, la touche de raccourci, c'est MS. On appuie sur M et juste après, on appuie sur S. Voilà, ça prend l'outil biseau. Là, je peux simplement cliquer, déplacer n'importe où dans la scène pour faire un truc comme ça. Voilà, je relâche. Et avant de désélectionner n'importe quoi, ici, je vais dans subdivision et je mets 1. Ça me permet d'ajouter ici une coupe en plus, vous voyez. Ça m'a ajouté une coupe en plus entre les deux coupes que j'ai rajoutées. Je peux prendre l'outil de sélection, tout désélectionner. Et maintenant, encore une fois, avec UL, je vais les sélectionner. Donc, UL, je sélectionne la coupe qui est ici. Avec la touche majuscule, je sélectionne celle-là. Donc, j'ai les deux de sélectionner. Je prends l'outil de déplacement et je vais simplement les décaler légèrement comme ça, afin d'arrondir un peu les choses. Ensuite, UL, encore une fois, et je sélectionne la coupe du milieu. L'outil de déplacement, alors c'est la touche E, comme emplacement. Et je décale ça un petit peu de manière à arrondir un petit peu les choses. Voilà, comme ça arrondit un peu. Je peux tout désélectionner et voilà, on a un livre de fait. On a un livre de fait. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à mettre une texture là-dessus. C'est-à-dire là-dessus, on va quand même grouper, c'est-à-dire mettre l'un en fond de l'autre. Sur la couverture, on met une texture de cuir, par exemple. Et puis, vous allez voir les tutoriels sur les textures que j'ai fait. Sur le type de texture, ça vous expliquera en fait comment mettre pile ici, en fait, la texture que vous voulez. Et sur les feuilles, ici, où vous mettez une texture un peu papier blanc. Allez voir sur le site CG Texture, vous trouverez pas mal de textures très bien faites. Enfin, des fichiers très pratiques à utiliser pour faire vos textures. Ça va vous faire gagner beaucoup de temps et puis vous verrez que ça marche très bien. Donc ça, c'était pour faire un livre. C'était une question de grands débutants en fait. Je vais retirer ça. Supprime. Et on va passer à la deuxième question. La deuxième question, c'est aussi une question de grand débutant, donc ça va aller très vite. C'est quelqu'un qui m'a juste posé la question comment on fait un demi-cylindre. J'avais déjà montré ça dans une vidéo. Alors, demi-cylindre, alors la personne a fait ça en fait. Elle a fait un cylindre, comme ça, et puis elle a cherché en fait à en couper une partie, donc elle l'a rendu éditable, passé en mode polygone, et puis la personne a sélectionné des polygones comme ça. Voilà, et puis des polygones comme ça. Tous ces polygones là. Tout ça. Et puis pareil de l'autre côté ici. La personne a fait ça. Tac. Et puis après, elle a simplement supprimé. Et puis elle a essayé de refermer en fait ça. C'est une méthode, hein, ça vaut ce que ça vaut. Seulement, bon, c'est un petit peu s'embêter pour rien, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. On fait un cylindre, et puis ici on a l'onglet découpe. On va dans l'onglet découpe, on coche ici, et là en fait on a un demi-cylindre. Et on choisit en fait de combien on veut couper, jusqu'à combien on veut couper. Et on peut même ici utiliser en fait une grille de découpe pour avoir un quadrillage en plus ici, et puis là on s'arrange pour en fait avoir le truc qui va être le moins gênant possible pour le maillage. Donc ça c'est tout bête, pour obtenir en fait un demi-cylindre. Si on veut un demi-cylindre, ici je mets 0 et ici 180. Et j'ai pile un demi-cylindre que je peux rendre éditable. Et puis ici, on peut se débarrasser après des triangles hein, sans problème. Donc ça, c'est pour le cylindre. Ça fonctionne pas que pour le cylindre. Ici, je peux tout à fait ajouter un tube. Et ici, j'ai aussi des coupes. Je peux cocher ça. Et puis pareil, je peux avoir des demi-tubes. Ça, c'est pour le tube. Ça fonctionne aussi pour le cône. Le cône, ici, découpe. On coche ça et tac, on a un demi-cône. Voilà, et on peut jouer un petit peu comme ça. Demi-cône, quart de cône. Ensuite,
Ensuite, pour la capsule pareil, onglet découpe, on peut cocher ici et puis jouer un petit peu avec les réglages. Ça fonctionne aussi pour la citerne. La citerne ici, découpe, on coche ici, et puis voilà. Et si je me trompe pas, ça marche aussi pour le tore. On va regarder, tac, tore, ici, découpe, on coche ici, et puis pareil, vous voyez qu'on peut faire des trucs un peu comme on veut. Et donc ça c'est paramétrique. Donc c'est beaucoup plus simple que de sélectionner des polygones et puis de les retirer. Disons que ça permet de gagner énormément de temps, plutôt que de retoucher tout le maillage après. Donc ça c'est une question assez basique, hein. Donc le demi-cylindre c'est fait. Ensuite, comment faire un disque sans triangle? Alors oui, souvent je dis que ici les cylindres, la partie du haut ici c'est que des triangles, c'est pas terrible, c'est pas génial. Ici, quand on prend un disque, pour commencer une modélisation à partir d'un disque, ici on a aussi que des triangles. Alors comment faire pour s'en débarrasser? Alors vous avez deux solutions, soit vous rendez ça éditable. Ensuite, vous prenez ici le mode arête, vous allez dessus et vous sélectionnez une arête sur deux. Si ça tombe juste, vous avez de la chance, mais généralement ça tombe juste, parce qu'il n'y a pas de raison, à moins que vous avez modifié le maillage manuellement. Donc 1 sur 2, voilà comme ça. J'en sélectionne 1 sur 2. Et ensuite, clic droit, et ici on fait dissoudre. On fait pas supprime, hein, il faut faire dissoudre. Moi j'ai rajouté ce raccourci clavier, mais normalement il n'y en a pas de raccourci clavier sur cette touche. Donc dissoudre, et ça retire en fait 1 sur 2, une arête sur 2, et donc ici ce n'est plus des triangles, c'est des quadrangles. Il y a un point à chaque fois en plus. Là c'est 1, 2, 3, 4 à chaque fois, donc c'est que des quadrangles. Ça c'est une méthode. L'autre méthode que j'aime bien quand on veut démarrer une modélisation à partir d'un disque, c'est de partir en fait d'une sphère. Voilà, une sphère. On la rend ici en mode hexaèdre. On met en fait le nombre de maillages que l'on veut. Alors c'est pour commencer une modélisation à partir d'une forme, hein. C'est pas vraiment pour faire un disque parfait, hein. Donc je la rends éditable après l'avoir mis en hexaèdre. Là, je la rends éditable. Je passe ici en mode arrête, je fais UL pour sélectionner cette boucle d'arrête là, pile au milieu. UF pour sélectionner en fait seulement la partie du bas. Tac. Je fais supprime pour la supprimer. En mode point, j'oublie pas de retirer ici tous les points, donc je fais un clic droit, optimiser. Voilà. Je repasse en mode modèle, outil de transformation, et ici je vais l'aplatir complètement. C'est-à-dire qu'ici, en Y, je mets 0. Et là, maintenant, j'ai un disque. Alors on va remettre le maillage. J'ai un disque et il n'y a pas de triangle du tout. Voilà. Donc ça, pour commencer en fait une modélisation, c'est génial. À noter que avec ça, vous pouvez aussi après prendre le mode polygone, sélectionner, faire CTRL A pour sélectionner tous les polygones, touche D pour l'outil d'extrusion, on coche couvercle et vous faites un clic déplacé. Et là, vous avez un cylindre sans triangle sur les côtés. C'est-à-dire qu'après après vous pouvez tout à fait, avec l'outil couteau en mode boucle, venir rajouter en fait les coupes que vous voulez, par exemple une coupe ici, tac, puis une coupe ici tout en bas, tac, voilà, et puis on peut mettre ça dans un hyperloop si on veut, voilà, et puis là vous voyez que j'ai un cylindre en fait qui n'a pas en fait de triangle et puis qui sera bien, qui pour commencer à modéliser un truc un petit peu complexe peut-être, qui a une forme un petit peu cylindrique et puis qu'il faut modifier les choses, c'est très bien. Donc voilà, ça c'était des questions assez basiques. Je vais faire ça, tac, et on va passer aux questions un petit peu plus, pas costaud, mais qui demandent un peu plus de manipulation. Alors, une question qu'on m'a posée, c'est comment modéliser des vis, enfin des têtes de vis en fait, parce que c'est-à-dire que la personne fait une modélisation un petit peu mécanique, et puis à un moment donné, il faut mettre des vis, c'est-à-dire qu'il y a des parties qui sont vissées, et puis la personne a un petit peu de problème pour modéliser la vis, pour faire le truc bien, parce que au niveau du ménage, il faut quand même que ça passe assez bien. Alors on va modéliser une tête de vis de manière assez rapide, vous verrez que c'est vraiment très simple. Je prends une sphère, voilà, une sphère, et je vais la passer en mode hexaèdre pour pas avoir en fait
de triangle, comme ça c'est plus propre. Comme je l'ai fait un petit peu juste avant pour en faire un disque, ici pareil, je vais rendre ça éditable, je vais passer en mode arête, UL pour sélectionner l'arête qui est au milieu, ici, tac, UF pour sélectionner la partie du dessous, je fais supprime, en mode point, je vais faire un clic droit, optimiser, pour effacer tous les points qui sont orphelins. Je passe en mode modèle, outils de mise à l'échelle, et là je vais l'aplatir, mais je ne vais pas l'aplatir entièrement pour obtenir un disque comme précédemment. Je vais juste l'aplatir assez pour obtenir en fait la forme de la vis. Le dessus en fait. Un truc comme ça, à peu près, ça c'est pas mal. Et que ça ressort un petit peu, c'est un peu bombé, mais sans l'être de trop. Je vais zoomer un peu dessus, voilà. Je passe en mode arête. Voilà. Je désélectionne tout, hein, parce que là j'ai pas besoin d'avoir des arêtes sélectionnées. Et il faut que le tournevis vienne se placer ici, pour la vis, pour pouvoir la visser. Donc je vais prendre ici, avec l'outil sélectionné, ici je prends l'outil sélection par tracé. J'ai déjà montré hein, cet outil très pratique pour sélectionner des lignes, des arêtes. Je le sélectionne et je vais, vous voyez que ces deux lignes-là, celle-là et celle-là, je vais les prendre. C'est là que je vais prendre une à la fois, celle-là d'abord, comme ça. Avec l'outil sélection par tracé, ça va très vite. Je fais ça, voilà, j'en ai sélectionné une. Je prends l'outil de mise à l'échelle et ici sur l'axe, ici l'axe en rouge parce que je l'ai fait dans ce sens-là, sur l'axe X. Donc je clique dessus et je mets ça au plus bas ici, de manière à ce que ici le X passe à 0. Je vais mettre 0 d'ailleurs manuellement. Je suis entré, voilà. Ça m'a fait en fait une ligne bien droite. Je reprends l'outil sélection par tracé, je vais faire cette ligne là maintenant. Je vais faire pareil, je veux pas qu'elle soit toute déformée comme ça. Comme ça, je prends l'outil de mise à l'échelle, et ici pareil, on réduit ça, et ici on met 0. Entrée, voilà, comme ça maintenant ici, on est désélectionné, j'ai deux lignes bien droites, voilà, bien droites. Je peux passer en mode polygone, et avec l'outil de sélection, je vais sélectionner en fait tous ces polygones là. Alors il ne faut pas en oublier, voilà, on va bien vérifier que j'en ai pas oublié, ici et ici, ces deux là. Voilà, je les ai sélectionnés. Maintenant, je prends l'outil de mise à l'échelle, là. J'appuie sur la touche contrôle du clavier. C'est important. J'appuie sur la touche contrôle et je reste appuyé sur la touche contrôle du clavier. C'est la touche qui est en bas à gauche. Et je clique n'importe où dans la vue et je descends comme ça. Alors non, je me suis trompé. Je reviens en arrière. Donc je clique pas n'importe où, je clique ici sur l'axe vert. L'axe de la hauteur. Je clique dessus, je reste cliqué, je descends. Voilà, ça permet en fait d'aplatir le truc. Et maintenant, je relâche tout. Et ici, sur Y, je mets 0. Et je fais entrer. Ça le met bien droit. Vous voyez que c'est bien droit, droit, droit. Je prends l'outil de déplacement, touche E. Et là, en fait, je vais rabaisser en fait la partie qui est sélectionnée de manière à ce que ça vienne se poser à la base. Je vais la déplacer comme ça, de manière à ce qu'elle vienne se poser pile à la base. Alors, vous voyez qu'il faut ici que j'aille le moins de distance possible ici. Ce serait super. Alors on va faire ça comme ça. Voilà. On prend l'axe vert ici, on le descend au maximum. Voilà. Faut que ça soit vraiment très proche. Je passe maintenant en mode point. Tac. Et ici en fait j'ai deux points. Ici j'ai deux points aussi. J'ai deux points à chaque fois parce qu'en fait quand j'appuie sur la touche contrôle, j'ai fait une extrusion. Et donc j'ai créé des polygones supplémentaires. On veut pas de ces polygones supplémentaires, on veut garder cette forme-là. Donc je fais un CTRL A pour sélectionner tous les points. Je vois ici que j'ai 245 points. Ce truc-là, vous pouvez l'ajouter, j'expliquais comment avec ici, non c'est pas là-dedans, c'est dans ici options, configurer, et puis là vous avez c'est dans affichage frontal, et puis si vous cochez ce que vous voulez, ici j'ai affiché le total d'objets, total de points, et ici j'ai les points sélectionnés, voilà. Donc ça m'indique ici le nombre de points que j'ai sélectionnés. Donc ici j'ai 245 points de sélectionnés, je fais un clic droit, je vais ici dans optimiser, mais je clique pas sur optimiser, je clique ici sur cette petite icône qui permet d'ouvrir en fait la boîte de dialogue. Sur les vieilles versions, il n'y avait pas besoin de le faire, ça le faisait directement. Maintenant on a le choix, on peut faire soit les réglages par défaut, soit la petite boîte de dialogue. Donc ici, j'ouvre la boîte de dialogue, et ici je vais augmenter un peu la tolérance, je vais mettre ça à 0.5, et je fais OK, tac. Et ici je suis passé à 239 points, c'est-à-dire que les points qui étaient tellement proches ici, qui étaient en trop,
ont été fusionnés de manière à obtenir qu'un seul point à la place de 2. Donc ça m'a diminué le nombre de points et ensuite ça m'a retiré tous les polygones que je voulais pas. Je peux tout désélectionner, voilà. Et là, on va maintenant passer en mode arrête. Sélectionner la partie du contour, alors outil de sélection, UL pour prendre l'outil de sélection. Je vais cocher ici sélectionner les délimitations. Et ici, je peux sélectionner comme ça le contour. Tac. Ah, le contour. Je prends l'outil de déplacement. J'appuie sur la touche contrôle encore une fois et je reste appuyé. Ce qui permet en fait de faire une extrusion. Et je fais simplement sur l'axe envers, l'axe Y. Je fais un clic déplacé vers le bas. Voilà. Et je relâche tout. Et alors là, beaucoup vont se dire, bah ça y est, on l'a fait, on a fait une vis. Non, c'est pas bon, parce que si vous écoutez les tutoriels que j'ai fait, les conseils que j'ai donnés, vous verrez que ce que vient de faire ici, c'est pas fini, c'est pas bon, il y a encore des problèmes. Comme problème, qu'est-ce qu'on a? On a ici, on a un triangle qui s'est créé ici. Là, on a un petit triangle. Je vais bien le montrer. Un triangle qui est ici. Voilà, le même ici, le même à l'autre bout et à l'autre bout, donc ça nous fait 4 triangles. Et ensuite, le maillage n'est pas terrible. C'est-à-dire que là, en fait, si je fais UL, je vois que ici, alors, faut que je décoche ça, ici, ça fait bien une boucle, donc ça, c'est bien. Ici, ça fait pas une boucle, ça va pas, ici, ça va pas. En fait, ici, on a quelque chose de bizarre. J'ai souvent dit, attention, les flux de polygones, c'est quand même important. Quand ça fait des boucles comme ça, c'est bien. Quand ça fait des trucs comme ça, c'est moins bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va améliorer un petit peu tout ça. Je passe en mode point. Non, je vais pas passer en mode point tout de suite, je vais passer en mode arrête. Je fais UL et je vais sélectionner... non, avec UL, je n'y arriverai pas. Je vais reprendre en fait ici la sélection par tracé. Voilà, donc ici, sélectionner, sélection par tracé. Et je vais tracer en fait cette sélection-là. C'est-à-dire que je vais faire la partie ici qui fait ce creux-là. Voilà, comme ça. Ah, faut que j'appuie sur la touche majuscule hein, si je veux quand même faire les choses bien. Ah, je me suis trompé. On va y arriver. Touche contrôle hein, pour désélectionner. Tac. Et touche majuscule pour rajouter de la sélection. Donc, comme ça, on va aller de l'autre côté, hop, de la vue. Cette partie-là aussi. Cette partie-là. Et cette partie-là. Voilà. J'ai sélectionné toute cette boucle-là. Et ça, je vais en faire un biseau. C'est-à-dire que j'appuie sur les touches MS pour biseauter. Je vais n'importe où dans la vue, je clique, je déplace légèrement, pas de beaucoup, hein, juste un tout petit peu, comme ça, tac. Et on va zoomer un peu dessus, et maintenant ici, ça nous a foutu un petit peu le bordel au niveau des coins, ça nous a fait des triangles supplémentaires, mais c'est pas grave parce que ces triangles supplémentaires, on peut les effacer facilement. Je passe en mode point, je prends l'outil de sélection, je vais sélectionner ces deux points-là, je fais un clic droit, et je choisis ici soudure, et je vais cliquer sur le point du milieu, tac. J'appuie sur la touche espace. Je rappelle que la touche espace permet de switcher entre le dernier outil utilisé et l'outil de sélection. Donc touche espace, ça me reprend. Alors, touche espace, ça me reprend ici l'outil de sélection. Je sélectionne ces deux points-là. Je rappuie sur la touche espace, ça me reprend l'outil soudure et je clique sur le point du milieu. Tac. Je fais pareil de l'autre côté. Donc je vais tourner de l'autre côté de la tête de vis. On va se placer correctement. Voilà. Un truc comme ça. Touche espace pour prendre l'outil de sélection. Je sélectionne les deux points. Encore une fois la touche espace. Et je clique sur le point du milieu. Pareil de ce côté-là. Touche espace. Je sélectionne les deux points. Touche espace. Je clique sur le point du milieu. Maintenant on a toujours nos triangles. Nos triangles ici sur les côtés. Eh bien on va simplement les effacer de la même façon. Je rappuie encore une fois sur la touche espace. Je sélectionne les deux points qui sont là. Touche espace encore une fois, ça reprend l'outil de sélection, et là je vais sélectionner le point qui est le plus sur le côté là, parce que je pense que c'est le mieux. Tac. Ouais. On va prendre celui-là. J'aurais pu prendre l'autre, mais celui-là il est bien. Touche espace, ces deux points là. Espace, le clic ici. Et là encore, espace, les deux points qui sont là. Espace, le point qui est ici. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc on retourne de l'autre côté de la tête de vis. On va zoomer là-dessus. Espace, les deux points, espace, un clic sur ce point-là.
espace, je sélectionne les deux points, espace, je clique sur ce point-là, et enfin, le dernier, touche espace, je sélectionne les deux points, touche espace, je clique sur ce point-là. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, en fait, on a amélioré le maillage. C'est-à-dire qu'ici, si on passe en mode polygone, qu'on fait UL, on voit qu'ici, il y a une boucle. Comme ça, tac, une boucle. Et ça, c'est mieux. Et on n'a pas les triangles. Et là, on a vraiment une boucle qui est bien propre. Donc ici, notre maillage est bon. Voilà, on a en fait fait la tête de vis. Voilà, qui passe plutôt bien. Ça passe bien. Si vous voulez plus de détails, si c'est un truc vu de près, hein, vous pouvez mettre ça dans un HyperNoise à la limite. Ça passera très bien aussi, vu que le maillage est bon. Alors, pas besoin de mettre l'HyperNoise très fort, un truc comme ça suffira largement. Voilà, et vous voyez que ici ça se passe plutôt bien au niveau des coins, etc. On est bien. Donc ça c'était une question pour faire une tête de vis. C'est pas une question forcément de débutant, mais parce qu'il y a quand même un petit peu de travail sur le maillage. Mais bon, ça restait quand même une question assez simple. Donc on va passer maintenant à la suite, une autre question, toujours sur la 3D. Donc je vais peut-être repartir, pas besoin de sauvegarder, d'un truc tout neuf. La question qui suit, alors, c'est en fait, c'est pas la modélisation d'un objet particulier, ça va plutôt être un truc sur le maillage qu'il faut connaître. La personne m'avait montré en fait un travail qu'elle avait fait, en me montrant le maillage. Vous êtes assez nombreux hein, des fois à m'envoyer vos maillages, les fichiers, les trucs que vous faites. Si vous envoyez juste l'image de votre rendu, ça sert à rien. Il faut vraiment que je puisse voir le maillage si vous voulez mon avis dessus. Parce que c'est en voyant le maillage en fait que l'on voit comment ça a été modélisé et si la personne est partie dans la bonne direction ou si la personne a fait quelque chose qui était pas bien ou qui était trop compliqué par rapport à ce qu'elle aurait pu faire. Donc c'est vraiment toujours le maillage qui compte. Hein. Et donc ici en fait la personne avait des angles en fait qu'il fallait durcir, c'est-à-dire que utiliser un HyperNoise, ce qu'on appelle maintenant une subdivision de surface, quelque chose comme ça. Enfin, c'est cette icône là. Dans les nouvelles versions, ça a changé de nom. Et donc il y avait en fait des angles de 90 degrés qu'il fallait qu'ils tournent vraiment à 90 degrés en ayant un très léger arrondi. Et en fait, la méthode basique, il y a deux méthodes. Je vais vous montrer la méthode la plus utilisée et une autre méthode qui peut vous être utile. Donc, il faut connaître. Donc, je fais un cube, je rends ça éditable, on passe en mode polygone. Je vais faire juste un angle, donc touche D. Ici, c'est bien décoché. Ici, c'est bien 89. On clique, on fait un truc comme ça. Tac. Je désélectionne tout. Je vais en faire un double de ce truc-là parce que je vais montrer deux méthodes, donc il m'en faut deux. Donc en modèle, je vais faire un contrôle-clic déplacer. Voilà. Je vais afficher le maillage parce que c'est quand même mieux. Ça permet de voir ce qu'on fait. Je vais rendre ça, je vais grouper tout ça avec Alternate G. Et je vais mettre ça dans un HyperNoise. Tac, dans l'HyperNoise. Voilà, l'HyperNoise arrondit tout. Hein, il arrondit dès qu'il y a trois arêtes. Hein, 3 points, il fait des arrondis. Et donc ça, généralement, quand on veut retrouver en fait des angles à 90 degrés, tac, on prend l'outil couteau, donc on passe en mode polygone, on prend l'outil couteau touche K comme knife, on sélectionne bien sûr l'élément, on va prendre celui-là en premier, donc K, ici en mode boucle, c'est souvent le mode boucle ou des fois le mode plan, et ici on va faire des découpes, on va rajouter en fait des segments. Donc ce que l'on fait généralement, et ce que la personne avait fait ça, tac, tac, voilà, jusque là c'est bon. Ici, comme ça, ici comme ça, ici comme ça, ici comme ça, ensuite ici, et ici. Et je pense que là j'ai tout fait, je vérifie, parce que des fois on en oublie. Hein. Ouais c'est bon, et quand on remet l'HyperNoise, ici on retrouve en fait la forme carrée, la forme avec les angles est bien arrondie hein, sur les côtés, contrairement à si on le fait pas, ici on a une forme tout arrondie comme ça. Ça c'est bien, sauf qu'il y a des soucis. C'est-à-dire que là, je vais reprendre l'HyperNoise, voilà. Ici,
il y a ici, vous voyez, des lignes qui sont assez proches. Bon, ça peut aller. Il y a des tensions qui se font, ça passe pas toujours super bien. Là, ça passe, mais bon, sur certaines modélisations, vous aurez des problèmes. Ici, en plus, on a un souci. Tac, si je passe en mode point, ici, j'ai un point. Alors, ce point-là, on va faire ça. Ce point-là, qui est un point avec 5 polygones en contact. C'est-à-dire que ici, vous voyez que ce point-là a un polygone, 2 polygones, 3 polygones, 4 polygones, 5 polygones en contact avec lui. Ça peut être gênant. Ça peut être gênant. Des fois, c'est bien de pouvoir s'en débarrasser de ce genre de choses. Ici, ça peut aller parce que c'est une forme très basique, mais sur certaines modélisations, vous allez rencontrer des problèmes avec ce genre de choses. Quand on fait ce genre de points qu'on soit que 3 polygones ou qu'on en 5, qui n'en ont pas que 4, au niveau du maillage, ça peut vous poser des soucis, suivant ce que vous modélisez, la façon que ça fera, que ce sera arrondi, la façon que ce sera texturé, etc. Donc c'est bien d'avoir une deuxième méthode pour pouvoir justement avoir un choix, pour pouvoir à un moment donné vous dire bah ça marche pas comme ça, donc je vais le faire autrement. Et donc il y a une autre méthode pour faire la même chose que ça, mais pas avec le même maillage. Et cette deuxième méthode, on va aller la voir. Alors, il n'y a pas grand chose qui change. Voilà, on va faire la deuxième méthode. Je reprends ici le mode polygone. J'ai sélectionné donc ce cube-là. Je reprends l'outil couteau, pareil. En mode boucle, pareil. Je vais remettre en fait à peu près les mêmes boucles. C'est-à-dire qu'ici, on fait encore une boucle comme ça, une boucle comme ça. Donc les mêmes en fait. Sauf que là, je ne vais pas plus loin. Je prends le mode point. Je vais sélectionner ces 3 points-là. 1, 2, 3 points. Et je vais les souder sur ce point-là. C'est-à-dire que je fais un clic droit, soudure, et je sélectionne ce point-là. Tac. Ensuite, je mets comme ça. J'appuie sur la touche espace pour rebasculer sur l'outil de sélection. Je sélectionne les 3 points qui sont là. Donc, 1, 2, 3. Je rappuie sur espace pour reprendre l'outil soudure. Et je sélectionne ce point-là. Tac. Ici, maintenant, si vous regardez, ici, le point qui est ici, qui avait en fait 5 polygones, va avoir un polygone de moins. C'est pas mal, parce que là, en fait, on se débarrasse d'un problème potentiel. Mais ça suffit pas, parce que là, en fait, on a juste arrondi, on a juste durci un petit peu ici, et puis tout le reste, ça n'a pas bougé. Donc, en fait, ce que l'on peut faire maintenant, eh bien, c'est simplement, en mode arrête, par exemple, on va décaler cette arête-là, je la sélectionne, et je vais la décaler un petit peu comme ça. Alors, on peut la rapprocher beaucoup ici, suivant ou pas beaucoup. Ça dépend si on veut beaucoup durcir ce coin-là ou pas. Ici, je vais le durcir à peu près comme ça. Voilà, c'est peut-être un peu trop. C'est pas grave. Je fais pareil de l'autre côté ici. Voilà, comme ça. Ensuite, je reprends l'outil couteau, touche K, en mode boucle. Et là, pareil que pour la version précédente, je le fais aussi comme ça. Tac, comme ça. Tac. Ici, une coupe comme ça, une coupe comme ça. Vous voyez qu'elle n'est pas tout à fait droite ici, c'est normal. Et ici, important, vous pouvez remarquer que la coupe se fait pas pareil ici et ici. C'est-à-dire qu'ici, ça suit, en fait, ça fait une boucle qui suit toute la forme. Et ça, c'est pas mal. Donc je clique là et je clique ici. Tac. Et en fait, ici, en utilisant cette méthode, là, j'obtiens la même chose. Vous voyez que c'est la même chose. Avec plus ou moins arrondi suivant que vous avez serré ou pas les lignes. Sauf que là, en fait, quand je sélectionne les polygones et je sélectionne une boucle de polygones, UL, vous voyez que ici j'ai une boucle qui se forme, comme ça. Une boucle qui suit en fait la courbure du truc. Alors que sur l'autre méthode, j'ai pas des boucles, j'ai en fait, j'ai une boucle comme ça, mais ça c'est pas beau, j'ai une boucle comme ça, et une boucle comme ça, qui est pas beau du tout. Vous voyez que ça fait pas pareil. Donc, voilà, les deux méthodes. Cette méthode-là est plus propre dans de nombreux cas de modélisation. Ça dépend de ce que vous modélisez forcément. Mais c'est bien de connaître les deux méthodes. Donc ici, vous avez deux méthodes, deux maquillages différents. Vous voyez que ici en plus, on a un point, là qui est en contact avec 5 polygones. Et ce même point sur cette version-là,
là, le même point, il n'y a que 1, 2, 3, 4 polygones, donc ce n'est plus en fait un souci dans de nombreuses modélisations. Donc voilà, ça c'est deux méthodes pour faire la même chose. Deux méthodes pour faire la même chose, et le maillage change, et c'est important d'avoir ce choix justement de pouvoir choisir une méthode ou l'autre en fonction de ce que vous modélisez. Vous verrez que dans certains cas, c'est plus intéressant d'utiliser l'une et plus intéressant d'utiliser l'autre des méthodes en fonction de tout ce qu'il y a autour, de toutes les déformations que vous voulez faire, des points que vous avez besoin, des lignes que vous avez besoin. Donc ça, c'était une autre question qu'on m'avait posée. Et je vais finir sur une question toute basique. Donc je vais fermer ça, pas besoin de sauvegarder. Dernière question qu'on m'a posée. Alors la personne a essayé de faire un soleil. Mais un soleil, en fait, c'est plutôt les faisceaux lumineux, on va dire, qui étaient intéressants. Donc j'ai répondu à la personne déjà, mais ici, en fait, c'est les faisceaux lumineux qui sont intéressants. Souvent, pour faire un soleil, on utilise en fait un effet de lentille. J'ai même donné une autre méthode dans une autre vidéo de réponse aux questions où j'expliquais en fait une méthode américaine, un tutoriel américain que j'expliquais en français. Mais souvent on utilise une simple lumière, et ici on va dans lentille, et puis on choisit ici un effet de lentille, par exemple étoile 1, voilà, ça fait un soleil. Et donc quand on fait un rendu ici, on a ici des faisceaux lumineux qui sont de couleurs plus intenses, un peu différents, et cet effet là il est super sympa quand même pour les effets spéciaux. Seulement l'effet de lentille ici, c'est un effet de post-production. C'est-à-dire que ça ne se voit pas dans les reflets, ça ne se voit pas à travers les vitres. Donc si vous voyez ça à travers la vitre d'un vaisseau spatial, vous n'avez pas en fait cet effet. Il faut tricher, il faut le faire en post-production, après avec un autre soft, etc., avec Natron par exemple. Et donc ça c'est gênant. Donc c'est bien d'avoir une autre solution. Et une autre solution qui est assez basique, assez simple, c'est de partir en fait ici d'une sphère, on fait une sphère, on va créer une texture et mettre la texture sur cette sphère. Voilà, je l'ouvre cette texture, on va retirer la spécularité, on lui met une couleur un petit peu celle qu'on veut. Alors ici je vais dans les jaunes, voilà. On peut même mettre de la luminescence pour que ce soit bien vif si on veut, pas obligé d'en mettre trop non plus. Oui, enfin on verra, on laissera comme ça. Et ensuite on coche ici alpha. Et je vais dans l'alpha, et dans l'alpha on va ajouter un bruit, c'est-à-dire qu'ici je clique sur cette icône et je vais chercher ici un bruit. Le bruit, on va dedans, et alors l'alpha ça fait des parties transparentes et des parties qui ne sont pas transparentes, c'est-à-dire que ça vous fait des trous en fait quand vous utilisez un bruit, ça vous fait des trous dans votre forme. Vous voyez que ici, si je fais un rendu, ça fait des trous qui se voient plus ou moins. Donc ici on peut changer le type de bruit, on peut changer son échelle. Alors par exemple comme échelle on va mettre 200 et 200 delta. C'est bien quand on change l'échelle globale de changer le delta d'autant, ça permet de garder un petit peu la qualité, la finesse justement de la texture. Donc voilà, on a un truc comme ça. On change ici le type de bruit. Par exemple, on va aller chercher dans ces textures là, on va chercher un truc où il y a du blanc et du noir. Ça peut-être le faire, on va voir. On va essayer avec ça, on va changer après. Donc là en fait vous voyez que j'ai une texture en fait qui fait des creux et des pleins, donc il y a des trous dans la sphère. Je vais maintenant ajouter une lumière. Tac. Elle se place ici en plein milieu parce qu'en fait je suis resté sur le milieu de la scène. Cette lumière je la sélectionne et ici dans généralité je vais la passer en lumière non pas visible mais volumétrique. Voilà ce que j'obtiens. Voilà. Et ici on peut retrouver comme pour l'effet de lentille, on retrouve en fait ici la même chose, les petites différences sur les faisceaux lumineux. Alors ici, les faisceaux lumineux sont plus sombres. Si on veut les avoir en plus clair, il suffit d'inverser ça. Au lieu de volumétrique, on va mettre volumétrique inverse. Et là, c'est l'inverse. On a l'effet inverse. C'est-à-dire que c'est les parties d'ombre qui deviennent de la lumière et les parties lumineuses qui deviennent de l'ombre. Donc ici on peut jouer avec ce genre de choses, on peut même mettre deux lumières. On peut aussi après aller ici dans, alors dans visibilité on a pas mal de choses, mais dans détail ici on peut mettre atténuation, par exemple carré inverse, ce qui permet en fait d'avoir ici une atténuation que l'on peut régler. Voilà.
Donc on va le mettre à peu près comme ça. Je fais un petit rendu. Et ici, on voit que ça va s'atténuer en fait en fonction de ces réglages. Donc si je fais un truc comme ça, j'ai un truc comme ça. Alors, il faut peut-être changer un peu le bruit. On va peut-être jouer un petit peu avec tous ces réglages. Jouer comme ça. On va essayer de changer un petit peu les choses. On va changer le bruit. Tac. Changer le bruit. Le bruit fait beaucoup de choses. Le bruit change énormément l'effet. Par exemple, si je prends ce bruit-là, on a ici... Non, ici ça n'a pas changé assez. On va prendre un qui est vraiment flagrant. Changer aussi sa taille. Ça va jouer. Ça, ici on a des effets un peu plus gros. On va changer la taille. On va mettre 400 et 400. 400 et 400. Voilà, on peut colorer aussi la lumière. Donc la lumière, je la sélectionne. Dans généralité, ici je vais la mettre en jaune. Voilà. Un jaune comme ça. On peut même booster ça hein, si on veut. C'est pas un problème. Voilà. Ici, je vais rechoisir un autre bruit. Alors on va aller voir ce qu'on a d'autre. Celui-là. Donc crânien devrait donner quelque chose de pas trop mal. Parce qu'en fait, 300, 300. On voit ce que ça donne. Ouais, peut-être changer quoi là-dedans. Les octaves, on peut jouer un petit peu les octaves. Alors, on va mettre 2, voilà. Oui, non, c'est pas flagrant. J'arrive pas à trouver quelque chose de vraiment flagrant au niveau de la différence. Alors que d'habitude j'y arrive. Là c'est pas mal. Ici on a des longs faisceaux bien plus sombres et d'autres plus clairs. Ici c'est déjà mieux. Donc après en jouant avec tous ces réglages, on peut essayer de retrouver quelque chose qui se rapproche en fait de l'effet de lentille qu'on a eu avant. Et puis faire les choses assez bien. Ici je peux retirer la luminescence peut-être. Ce que ça peut donner. Oui. Oui. On peut mettre un bruit aussi dans la couleur si on veut. On peut jouer un petit peu avec tout ça. Et donc ici, avec 3 fois rien, juste une volumétrie gain sphere, on retrouve un petit peu l'effet qu'on avait dans l'effet de lentille, sauf que ce n'est pas un effet de post-production. Cette fois, c'est une lumière volumétrique. Donc c'est quelque chose qui sera calculé non pas après le rendu, mais pendant le rendu. Donc c'est quand même assez intéressant. Voilà, donc ça c'était... Ah oui, une chose aussi à noter, c'est que contrairement à l'effet de lentille, le bruit ici que j'ai mis en alpha, je peux l'animer. Ce bruit-là, il peut être animé. Ici, on a la vitesse d'animation, on a le mouvement, et on a ici la vitesse. Donc on peut jouer justement avec ça et que cette image-là soit animée. À partir du moment où c'est animé, la lumière volumétrique sera elle aussi animée, et donc les faisceaux qui sont ici ne seront pas toujours au même endroit, ils vont changer de place, et donc l'image sera un peu plus vivante. Voilà, donc ça c'était tout pour cette question-là. Je regarde si j'avais d'autres questions que je voulais répondre aujourd'hui. Alors il y en a d'autres, mais c'est pas pour aujourd'hui. Donc c'était la dernière question. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un autre tutoriel toujours sur Cinema 4D.